Le Qigong est connu pour être une méthode de santé qui s'est développée en Chine. Mais le Qigong est plus que cela. Le Qigong est plus qu'une méthode de santé. Le Qigong aborde tous les plans de l'être humain, à travers des mouvements physiques, l'exploitation de l'énergie subtile, des techniques de respiration, des pratiques mentales et émotionnelles, des pratiques méditatives, etc. Les objectifs du Qigong, c'est de régénérer et de revitaliser le corps afin d'optimiser sa propre santé, d'acquérir la maîtrise de soi, y compris la maîtrise du mental et de l'émotionnel, de développer le potentiel humain, l'intégralité du potentiel humain, et d'évoluer spirituellement. Mon exploration du Qigong étant complète, je pratique et j'enseigne les 4 branches de Qigong qui existent, à savoir le Qigong de santé, le Qigong thérapeutique, le Qigong de combat, qui est aussi appelé Qigong martial, et le Qigong spirituel. Il y aurait beaucoup à dire sur ces 4 branches de Qigong pour les présenter. Chacune de ces branches a des objectifs bien précis, mais en réalité elles sont toutes profondément liées les unes aux autres. Le Qigong de santé permet d'entretenir et d'optimiser la santé. Le Qigong thérapeutique enseigne des protocoles pour traiter sur soi-même des troubles spécifiques, ainsi que des protocoles et des méthodes pour traiter autrui. Le Qigong de combat, ou le Qigong martial, c'est une extension du Qigong de santé et du Qigong thérapeutique. Le Qigong de combat est avant tout un ensemble de procédés qui permettent de renforcer le corps à un très haut niveau, afin de le rendre plus résistant contre tout. Mais une autre partie du Qigong martial permet de développer la capacité de manœuvrer l'énergie subtile. Par exemple, dans le but de démultiplier sa puissance d'impact, au moins par 10, afin d'être en mesure de stopper de façon certaine un individu violent envers soi-même, quel que soit le gabarit physique que l'on a. Le Qigong de santé et le Qigong martial sont une des bases du Qigong spirituel. Plus un corps est en santé, plus un corps est optimisé, et plus il est facile de méditer longtemps, sans être gêné par des troubles physiques dus à des faiblesses corporelles et énergétiques, tout en étant capable d'interagir et d'intégrer en soi de très hautes fréquences vibratoires, ce qui est très important, parce que cheminer vers l'illumination spirituelle complète et l'ascension avec le corps physique enclenche des mécanismes qui connectent l'être en méditation à des champs vibratoires de très haute intensité. Les exemples que je viens de vous donner, je vous les ai donnés uniquement pour illustrer les relations intimes qui existent entre chaque branche de Qigong. Donc le fait de mentionner l'existence de 4 branches générales de Qigong ne sert qu'à indiquer aux novices l'activité holistique de la science du Qigong. Le pratiquant qui a la possibilité d'avoir un professeur offrant un enseignement complet découvrira pourquoi et comment toutes les branches de Qigong servent ses intérêts. Par exemple, celui qui s'intéresse initialement au Qigong de santé pour optimiser sa santé toujours plus encore et encore, apprendra pourquoi et comment le Qigong spirituel est en réalité nécessaire pour maintenir un très haut niveau de santé. Et il en va de même quel que soit votre attrait premier pour une branche ou une autre de Qigong. Un professeur dispensant un enseignement complet vous permettra de découvrir pourquoi et par quel mécanisme toutes les autres branches de Qigong sont liées à la branche du Qigong qui initialement semblait vous attirer plus que les autres. L'art ancien du Qigong. Le Qigong est l'une des plus anciennes formes de pratique de santé de l'histoire actuelle de l'humanité. Le début de cette discipline remonte à plusieurs milliers d'années. Il fut une période du passé où les êtres humains vivaient dans un monde qui était très différent de celui dans lequel nous vivons aujourd'hui. La vie était souvent bien moins confortable qu'elle ne peut l'être aujourd'hui. À cette époque-là, les blessures, les troubles de santé, les maladies et certaines conditions de vie étaient parfois très compliquées à gérer. Au lieu de s'appuyer sur des sources externes, certains chercheurs ont investigué profondément dans l'intégralité de l'être humain. Au cours de plusieurs milliers d'années, ces chercheurs, que l'on nomme aujourd'hui les anciens maîtres de Qigong, ont cumulé et transmis un savoir fantastique sur l'être humain et sur la vie. Ces savoirs couvrent le domaine de la santé, le domaine thérapeutique, le domaine de la performance physique, le domaine du développement des possibilités humaines et le domaine de l'évolution de l'être humain, tant du point de vue physiologique, énergétique que spirituel. Au fil du temps, ils ont mis au point des technologies de santé et des technologies d'évolution de soi qui sont d'une pertinence très élevée.
La pertinence de ces méthodes parle d'elle-même, car elles permettent d'obtenir des résultats qui sont excellents et bien souvent assez fantastiques. Ces experts ont appris à connaître et à contrôler les mécanismes de la physiologie du corps humain, les mécanismes de la structure énergétique de l'être humain, ainsi que les mécanismes de l'esprit, c'est-à-dire de la conscience. Ils en ont retiré des bénéfices pour la santé, pour le bien-être, pour la longévité, pour la puissance physique, énergétique et spirituelle, mais aussi pour l'évolution holistique de l'être humain, l'évolution de l'être humain sur tous les plans de son être. Le Qigong est une science qui a beaucoup à apporter. Le Qigong est une science très vaste. Depuis des siècles et des siècles, des chercheurs et des experts en Qigong font des recherches, font évoluer certaines pratiques qui peuvent l'être, et mettent parfois au point de nouveaux outils. C'est encore le cas de nos jours, et je fais partie de ces chercheurs qui font évoluer la science du Qigong. Pour ma part, les recherches que je mène depuis plusieurs décennies m'ont conduit à découvrir des erreurs dans certaines pratiques et dans certaines conceptions. En conséquence de quoi, j'ai apporté des modifications à certaines pratiques que j'enseigne aujourd'hui. Donc le Qigong est une science qui est en perpétuelle évolution. Cette science évolue au fur et à mesure des siècles en fonction des expériences et des découvertes cumulées de nombreux chercheurs à travers le temps. Comme je l'ai dit, je fais partie de ces chercheurs qui font évoluer la science qu'est le Qigong, mais je ne suis pas le seul, bien évidemment. J'en connais d'autres de ces chercheurs, des chercheurs qui vivent dans d'autres pays et avec lesquels je suis en relation, pour certains d'entre eux. Bien entendu, j'étudie également leurs travaux. Et parce que ce phénomène d'évolution des pratiques se produit depuis des siècles et se produit encore de nos jours, eh bien c'est pour cela que je dis que j'enseigne le Qigong ancien et moderne. Parce que certaines pratiques fantastiques ont été mises au point il y a vraiment longtemps, et d'autres ont émergé de découvertes, de compréhensions et d'expérimentations qui sont beaucoup moins anciennes, qui sont plus ou moins récentes. Le Qigong est une méthode qui vous donnera des outils puissants, des outils très efficaces pour prendre soin de vous, pour développer l'intégralité de vos possibilités et pour évoluer sur tous les plans de votre être, en permanence. Que signifie Qigong en langue chinoise? Qigong. Que signifient ces deux mots de la langue chinoise qui ont été choisis pour nommer cet ensemble de connaissances initialement développées en Chine? À quoi ces deux mots font-ils référence? Qi. Ce terme fait référence au concept de l'énergie. Le mot énergie vient d'un mot grec qui signifie force en action. Le Qi est le mot de la langue chinoise qui est utilisé pour parler de l'énergie, mais dans un sens global. Ce mot s'utilise comme un mot général pour parler de toutes les formes d'énergie existantes dans la création, quelle que soit leur nature. Donc c'est une particule verbale qui est utilisée comme terme général pour parler de toutes les manifestations denses et subtiles de l'énergie, c'est-à-dire de toutes les fréquences vibratoires existantes, des plus denses comme les plus subtiles. Gong. Ce terme fait référence à tout ce qui réclame la mise en œuvre d'une activité, en général de manière régulière dans le temps, pour arriver à accomplir un objectif, pour arriver au développement d'une possibilité ou d'une compétence. Il en découle que pour ma part, j'aime dire que le sens très général de Qigong, c'est activité avec les énergies de la vie. Il se peut que ni la traduction littérale, ni ma traduction libre de ces deux mots ne vous aident à vous représenter ce qu'est le Qigong en tant que discipline. Il se peut que la compréhension de la signification des mots Qigong ne vous aide pas du tout à définir à quoi ça ressemble, ni même à comprendre de quoi il s'agit concrètement en termes de pratique, en termes d'objectifs et de résultats, surtout si vous n'avez pas encore commencé son étude. Alors si tel est le cas, c'est tout à fait normal, parce que comprendre pleinement tout ce qui a trait au Qigong nécessite de très nombreuses heures de présentation et une pratique constante dans le temps des diverses méthodes. Ceci dit, pour que l'étude du Qigong soit aisée, légère et agréable, j'aime fonctionner comme dans l'étude de la musique. Dans le domaine de la musique, si vous étudiez la théorie de la musique, c'est-à-dire le solfège, l'harmonie, l'histoire de la musique et bien d'autres choses encore pendant plusieurs mois ou années, sans commencer simultanément la pratique de l'instrument, cela sera une façon très difficile d'étudier, pas du tout la plus pertinente si votre but est d'apprendre à jouer d'un instrument. Il me semble qu'il est plus facile, plus agréable et plus pertinent d'apprendre simultanément la théorie et la pratique. Autrement dit, apprendre le solfège, puis l'harmonie, etc. C'est-à-dire voir une notion l'une après l'autre de la théorie tout en apprenant à utiliser votre instrument. Et bien de la même façon, afin que l'étude du Qigong soit aisée, légère et agréable, j'enseigne théorie et pratique simultanément,
progressivement, élément après élément. J'utilise le mot théorie faute de mieux, mais ici, théorie ne fait pas référence à des hypothèses, plutôt à des notions transmises pour comprendre la pratique. Des notions que vous pourrez vérifier au cours de votre parcours évolutif, au sein de votre pratique. J'utilise le mot théorie parce que ces notions peuvent être plus ou moins abstraites tant que vous n'avez pas perçu et expérimenté la réalité de ces notions. Mais une fois que vous en aurez la perception et l'expérimentation directe, vous passerez de l'abstrait au concret, vous passerez au savoir par l'expérience directe. Vous constaterez alors qu'en effet ce que j'appelle théorie n'était pas des hypothèses parmi d'autres qui étaient à vérifier, mais des notions préalables qui vous ont été expliquées pour vous aider à comprendre la pratique tant que ces notions n'étaient pas tangibles pour vous, tant qu'elles n'étaient pas un savoir concret au sein de votre expérience individuelle. À ce propos, comprenez bien que cette affirmation de ma part ne concerne que l'enseignement que je donne personnellement. En effet, je ne connais pas la part d'informations théoriques non vérifiées et peut-être erronées que peuvent potentiellement enseigner certains professeurs et la part d'informations correctes qu'ils ont personnellement vérifiées. Je ne peux donc parler que pour les connaissances que je partage. Pour ma part, mes cours sont essentiellement des cours pratiques. La théorie que j'enseigne n'est là que pour aider à la compréhension de la pratique. Je pense que la connaissance doit principalement venir de l'expérimentation directe. Donc je donne des informations pour que chaque étudiant ait un minimum de repères, mais je reste volontairement très global, autant que faire se peut. Bien sûr, j'accompagne toujours chaque étudiant qui souhaite étudier de façon plus approfondie une connaissance théorique ou une autre, avant que celui-ci perçoive les choses par l'expérience directe au cours de sa mise en œuvre des pratiques. Donc en ce qui me concerne, théorie et pratique sont présents, mais dans un équilibre harmonieux afin que l'étude du Qigong soit intéressante, aisée, légère, agréable, concrète et avant tout très pratique. Alors, dans le cas où vous venez de découvrir qu'une discipline appelée Qigong existe, et que vous commencez à vous informer pour savoir ce qu'elle est, je peux vous dire, pour résumer en des termes simples mais justes, que le Qigong, c'est un ensemble de pratiques holistiques de santé et d'évolution de soi qui se sont initialement développées en Chine. L'énergie subtile, le Qi, c'est quoi? Quand on parle d'énergie subtile, on parle de substances fluidiques composées de diverses fréquences vibratoires qui forment et remplissent l'intégralité de la création. En fonction de leur nature, c'est-à-dire en fonction de leurs caractéristiques constitutives spécifiques, ces substances fluidiques possèdent différentes propriétés et par conséquent, elles ouvrent des possibilités différentes à son utilisateur. Dans la compréhension scientifique ancienne, la matière a été comprise comme étant composée de 4 grandes familles de substances tangibles. Elles ont été appelées les 4 éléments. On les nomma respectivement le feu, l'air, l'eau et la terre. Il faut bien comprendre cette notion de famille de substances. Exactement comme dans le tableau périodique des éléments, il y a des catégories, des familles d'éléments. À cela, ils ont ajouté une 5e catégorie, une 5e famille qui constitue la matière. Ils l'ont appelée l'éther. Ils la considéraient comme étant la partie la plus subtile de la matière, celle dont émergent toutes les autres. Au fil du temps, le terme éther a été conservé. En effet, vers la fin du XIXe siècle, dans les milieux scientifiques modernes, la théorie d'une substance fluidique existante comme étant la précurseur des éléments tangibles de la matière dense et emplissant toute la création était une pensée qui était très répandue. À cette époque-là, les scientifiques qui ont travaillé sur le sujet, tels que Dmitri Mendeleïev, Nikola Tesla, etc., ont généralement continué d'appeler cette énergie subtile l'éther. D'ailleurs, il y a un fait qui est peu connu à ce propos de nos jours. Dmitri Mendeleïev a fait 2 découvertes scientifiques fondamentales. La première est très connue, c'est la découverte de la loi périodique au sein des substances chimiques de la matière dense. La seconde était la découverte de l'interrelation entre les substances chimiques de la matière dense et la substance de l'éther, cette substance fluidique primordiale. En somme, il expliqua que les particules de l'éther sont à l'origine de la fabrication des électrons, des atomes, etc. Il présenta l'éther comme étant constitué de particules de matière qui, selon ses travaux, seraient généralement de la taille de 10 puissance moins 100 mètres et dit que l'éther est la substance qui est à l'origine de tous les autres éléments chimiques de la matière dense. Pour vous aider à comprendre ce chiffre, la plupart des travaux se mettent d'accord pour dire que la taille d'un atome est d'environ 10 puissance moins 10 mètres
Et les atomes, c'est les particules de la matière qui sont à l'origine de la création des diverses molécules qui constituent notre monde. Physique dense. C'est pourquoi dans la table originale de Dmitri Mendeleïev, l'éther est une substance qui est mentionnée. La case de l'éther est située dans le groupe 0 avec les gaz nobles et dans la rangée 0 en tant que facteur principal de formation des autres éléments chimiques qu'il lista. Mais quelque temps après son départ de cette dimension de la vie, pour des raisons que bon nombre de scientifiques ne connaissent pas, le tableau qui résuma ses découvertes sur différents sujets, le tableau de classification périodique des éléments, a été déformé en retirant l'éther et en retirant le groupe 0, ce qui a conduit à la non-diffusion d'une découverte tout de même fondamentale qu'il avait réalisée. Et c'est ainsi qu'à l'heure actuelle, dans les tableaux modernes, du moins pour le moment, l'éther n'est pas visible et ne se devine pas à cause de l'absence du groupe 0. Cette falsification semble avoir été un frein sérieux à l'évolution scientifique, parce qu'il semble que sans cette falsification, l'évolution scientifique aurait pu être d'un tout autre ordre de grandeur. Donc, ce qui est actuellement enseigné dans les écoles et dans les universités sous le nom de système périodique des éléments chimiques de Dmitri Mendeleïev n'est pas du tout son tableau originel. On trouve la présence du véritable tableau original de Dmitri Mendeleïev, qui est présenté dans sa forme non déformée, dans un ouvrage de 1906, publié dans le manuel Principes de la chimie, 8e édition, à Saint-Pétersbourg. Et ce n'est que 96 ans plus tard, en 2002, que la table originale de Dmitri Mendeleïev a été officiellement publiée, à nouveau, grâce à la publication de sa thèse dans la revue de la Société russe de physique. Entre-temps, de nombreux travaux ont continué et ont continué à démontrer l'existence de cette substance. Je ne vais pas les citer ici, ce n'est pas le sujet. Mais les recherches ont continué dans des laboratoires privés du monde entier, et aujourd'hui, de nombreux chercheurs scientifiques qui ont travaillé sur ce sujet appellent désormais l'éther bioplasma énergétique, et ils en parlent comme étant le 5e état de la matière. Ici, il est important de ne pas confondre les mots. En effet, il y a plusieurs domaines où le terme plasma apparaît, mais dans chacun de ces domaines, on n'évoque pas la même chose quand on parle de plasma. De la même façon, le terme énergie peut apparaître dans divers domaines, mais selon les domaines, on n'évoque pas nécessairement la même chose quand on parle d'énergie. Je travaille actuellement sur la création d'un document très complet, un document illustré de travaux scientifiques, références comprises, qui permettra à chaque étudiant dans l'avenir d'avoir une excellente compréhension intellectuelle de ce qui est appelé de façon populaire l'énergie subtile. Cette compréhension intellectuelle aidera chaque personne à y voir un peu plus clair. Ceci dit, cette connaissance intellectuelle ne remplacera pas l'expérience directe du contact et de l'interaction consciente avec l'énergie subtile. La pratique du Qigong conduit à cette expérimentation, et ce vers des niveaux de plus en plus élevés au fur et à mesure de l'avancement d'un pratiquant au fil du temps. Mais dans un premier temps, une compréhension intellectuelle est une aide qui apparaît comme étant vraiment intéressante à la compréhension du phénomène. Ce document couvrira également toutes les notions importantes qui permettent de comprendre le fonctionnement de l'interaction de l'être humain avec ces fluides subtils, avec l'énergie subtile. Ce document couvrira également d'autres notions tout aussi intéressantes les unes que les autres. Pour en revenir à notre sujet, ces substances fluidiques sont connues et observées depuis des siècles. Chacune des cultures qui les ont étudiées les ont nommées d'un nom ou d'un autre et ont transmises ce qu'elles percevaient en fonction des mots à leur disposition, en fonction de leur connaissance du moment et en fonction de leur propre analyse du phénomène. Et j'ai dit qu'elles ont transmises ce qu'elles percevaient. Ce qu'elles percevaient. Ici, on ne parle pas de perception à l'aide d'équipements technologiques. Comment pensez-vous, par exemple, qu'en Chine ancienne et en Inde ancienne, ils ont pu découvrir avec autant de précision et de justesse des phénomènes complexes que la science moderne commence tout juste à découvrir à l'aide de machines. Et ces machines ne sont pas encore assez évoluées pour tout détecter. Pas pour le moment en tout cas. Les recherches actuelles ont déjà prouvé la réalité de bien des notions qu'ils avaient découvertes. Alors comment donc ont-ils fait ? Eh bien, ils ont fait cela, de manière générale, grâce au développement des sens de perception. Pas que, mais principalement grâce à ça. N'en soyez pas surpris. Les atomes et les ultraviolets existaient avant que l'homme, avec ses machines, ne dise qu'ils existent.
D'autres moyens existent pour découvrir des choses. La perception de toute chose dans la création n'est pas accessible uniquement par le biais de machines artificielles construites par l'homme. Les sens peuvent être développés au point de percevoir toute chose qui existe dans la création. Donc les sens de perception peuvent être développés au point d'être capables de percevoir ces substances fluidiques, tout comme il est possible de percevoir la lumière du soleil. Le fait que les sens de perception peuvent s'affiner au point de réussir à percevoir ce qui n'est habituellement par défaut pas perceptible au sens de perception a été vérifié par divers travaux scientifiques dont je parlerai dans le document que je prépare sur ce sujet. Des explications précises sur ce phénomène naturel de perception élargie des sens de perception vous permettront de comprendre comment une telle chose est possible. Mais sachez déjà que cette perception est permise par la structure énergétique subtile globale de l'être humain. En langue chinoise, dans les textes anciens, un nom a été donné pour nommer ces substances fluidiques subtiles, et ce mot est qi. Veuillez excuser ma prononciation du chinois qui n'est pas fantastique, je dois encore progresser dans ma prononciation de la langue chinoise. Quand on parle de bioplasma énergétique, de qi ou d'énergie, on parle de la même chose. La culture indienne, à travers le yoga, appelle les substances fluidiques subtiles autrement encore, mais il s'agit des mêmes substances fluidiques. Seuls les mots pour les nommer changent, ce sont seulement des noms différents pour parler de la même chose. Donc différentes cultures à travers le temps, y compris la culture chinoise, ont étudié les propriétés fondamentales de ces substances fluidiques subtiles. Et avec le temps et les progrès techniques, certaines sciences occidentales se sont aussi mises à les étudier. Mais pour en revenir au Qigong, cette science est âgée de plusieurs siècles et est basée sur la connaissance accumulée de nombreux chercheurs au fil du temps sur ces substances fluidiques subtiles, sur leurs propriétés et sur leurs liens avec l'être humain. Avec un langage qui leur est propre, ils ont parlé de ces substances, ils ont créé des modèles de compréhension pédagogique, etc., etc. Mais plus important encore, il a découlé de leurs recherches sur cette énergie subtile et son interaction avec l'être humain, elle a mis au point de divers procédés qui permettent d'exploiter cette énergie et d'en recevoir des bénéfices bien précis. S'il est possible d'interagir avec ces substances fluidiques subtiles et d'en recevoir des bienfaits, c'est tout simplement parce qu'elles sont des constituants de l'être humain, tout comme divers atomes sont des constituants du corps physique. À ce propos, je vais résumer les choses très simplement, sans rentrer dans des complications techniques qui ne sont pas nécessaires pour comprendre l'idée générale. Il est important de savoir que l'être humain est un être complexe qui est composé de diverses parties qui sont toutes en interaction les unes avec les autres. Et chacune de ces parties a une densité différente des autres. Ces diverses densités sont dues à divers paramètres structurels, comme par exemple la vitesse du mouvement intrinsèque des particules de chaque constituant de la partie concernée. La partie la plus dense de notre être, c'est le corps physique. Mais ne serait-ce que dans cette partie de notre être, il y a déjà diverses parties qui ont chacune des densités différentes. Les os sont la partie la plus dense du corps physique. Ensuite, il y a les tendons, les ligaments, les fascias et les muscles qui sont moins denses que les os. Et puis cela continue. Si on continue à lister les parties de notre être qui vont des plus denses aux moins denses, on trouve ensuite les liquides du corps, puis l'électricité qui est couramment appelée bioélectricité, puis on a les champs électromagnétiques et enfin, on trouve les différents champs bioplasmiques qui sont eux-mêmes composés de diverses strates, chacune ayant une densité différente de l'autre. Et bien sûr, au sein de cette structure globale, il y a un élément unique en soi, c'est ce qu'on appelle l'esprit ou la conscience. Quand je parle de densité, je parle de fréquence vibratoire. Et il y a une véritable échelle vibratoire, si je puis dire, entre les différents éléments qui composent notre être. Certaines des parties de notre être ne sont pas visibles par nos sens physiques, ce qui induit que par défaut, on est complètement inconscient du fait qu'elles font partie de nous, de manière générale, tout comme, de manière générale, une personne est inconsciente de la présence et des mouvements de son corps physique quand elle dort et qu'elle rêve. Et cela reste ainsi si certains développements ne sont pas réalisés dans notre structure énergétique et dans notre conscience. Autrement dit, par défaut, en général, on est aveugle d'une partie de soi-même, tout comme par défaut, on ne peut pas percevoir par la vue chacune de ces cellules ou encore les photons, les électrons, les atomes, les infrarouges, les ultraviolets, etc. Vous pouvez percevoir des amas de ces éléments, comme par exemple votre corps physique ou encore la lumière solaire, mais vous ne voyez pas chaque élément individuel qui constitue cet amas, à savoir
chaque cellule, chaque photon, etc. Et parfois, vous ne voyez même pas les amas, comme le rayonnement ultraviolet du soleil, le champ électromagnétique terrestre, etc. Donc par défaut, vous ne voyez pas ces substances fluidiques subtiles, mais elles sont tout aussi réelles que tout ce qui se trouve dans l'air et que pourtant vous ne percevez pas, tous les atomes, toutes les molécules, etc. C'est là, mais par défaut, vous ne le percevez pas. Tout ceci pour vous dire que sans le développement adéquat de ses propres facultés de perception, un individu ne perçoit pas plein d'éléments, plein de phénomènes, plein de mécanismes, plein de faits concernant la vie dans les dimensions les plus denses comme les plus subtiles de la création tout entière. Il ne perçoit pas bien des choses comme un aveugle, et par conséquent il est inconscient de bien des aspects de la réalité dans son ensemble. Autrement dit, sans le développement complet de ses sens de perception, un individu n'a accès qu'à une perception partielle de la réalité. Ceci conduit au fait que la description de l'univers et toutes les explications que l'on trouve sur un sujet ou un autre, si elles sont uniquement liées à la perception des sens physiques, alors ce sont des descriptions et des explications qui sont profondément incomplètes et limitées, puisque cela conduit à ignorer une immense quantité de choses très réelles qui font partie intégrante de la vie, de la création. Donc pour faire un résumé très généraliste, l'être humain est constitué d'un corps physique, d'une structure énergétique subtile et d'une conscience. Ces trois parties sont toutes composées de sous-structures. L'intégralité de ces structures sont toutes en relation constante les unes avec les autres, c'est-à-dire que l'intégralité des parties du corps physique, l'intégralité des parties de la structure énergétique subtile et l'intégralité de la conscience sont toutes en interaction constante les unes avec les autres. Des substances fluidiques plus subtiles que la matière dense circulent dans l'être humain, de même que dans l'intégralité de la création. Et le Qigong, c'est une science qui utilise les mécanismes d'interaction entre toutes les parties structurelles de l'être humain, la manipulation des substances fluidiques subtiles présentes en soi mais aussi autour de soi, ainsi que l'intégralité de la conscience et de ses caractéristiques. Tout cela dans le but d'optimiser la santé, encore et encore, toujours plus, de développer toutes les possibilités humaines et d'évoluer sur tous les plans de son être. Bien sûr, ce que je viens d'exposer dans cette présentation peut entraîner de très nombreuses questions. Lorsque j'enseigne, je réponds à toutes les questions que peuvent avoir mes élèves à ce propos. Donc, lorsque vous commencerez un cursus d'études avec moi, si tel est le cas, et si vous avez des questions, je prendrai le temps de répondre à toutes les questions que vous aurez, et ce sera vraiment avec plaisir que j'y répondrai. Il y a de quoi écrire des livres entiers pour parler du Qigong, de l'énergie subtile, de la conscience, de la santé, du développement des possibilités humaines et de l'évolution de soi sur tous les plans de son être. Mais pour l'instant, ici, à travers cette vidéo, mon but était seulement de faire une introduction très générale afin d'aider n'importe quel individu à comprendre ce qu'est le Qigong et surtout la base sur laquelle repose cette méthode holistique de santé et de développement de soi. Alors j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura aidé à avoir une compréhension globale correcte de ce qu'est le Qigong.